Bienvenue à cette seconde conférence de notre cycle annuel, en fait, qui nous sera offerte par David Miles. David Miles est professeur adjoint au Centre Urbanisation, Culture, Société de l'Institut national de la recherche scientifique du Québec, où il dirige le laboratoire Culture, donc un laboratoire de recherche sur les cultures LGBTQ+. Ses travaux de recherche s'inscrivent à l'intersection des cultures numériques et des cultures queer. Il est membre régulier du laboratoire sur la communication et le numérique, ainsi que de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Alors, il nous présente aujourd'hui une conférence intitulée Wokisme, progressisme, satanisme, comprendre la controverse québécoise sur l'heure du compte drague et ses cadres. Et cette recherche a été réalisée en collaboration avec Annette Johnson, bachelière en travail social de l'UQAM, et Virginie Hébert, professeure adjointe au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'INRS également. Donc, David, merci d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je te passe la parole. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup à la chaire pour cette invitation. Donc, vous avez le titre de la communication, donc je me lance directement. J'imagine que la majorité d'entre vous vous souvenez de la controverse sur l'heure du compte drague. Donc, si ce n'est pas le cas, je vais repasser très rapidement sur quelques événements clés. Donc, le 2 avril 2023, environ 200 manifestants et manifestantes se sont réunis à Ville-Sainte-Catherine devant la bibliothèque municipale pour perturber une activité de lecture de contes offerte par la drag queen Barbada à un public d'enfants. Et c'était pas la première fois que l'heure du conte de Barbada attirait l'attention de manifestants, mais c'est vraiment au début d'avril 2023 qu'elle apparaît au centre d'une controverse médiatique assez importante, si vous en rappelez. Et en réaction à cette manifestation-là, le gouvernement a adopté à l'unanimité une motion à l'Assemblée nationale pour soutenir Barbada et ouvertement critiquer les manifestants et manifestantes anti-drague. Donc, la motion a déploré, et je cite, la montée des propos haineux et discriminatoires envers les personnes de la communauté LGBTQI2S+, dans la sphère publique. Et face à l'ampleur de la controverse, le 9 avril, Barbada intervient sur le plateau Tout le monde en parle. Quelques jours plus tard, le 12 avril, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, lance une pétition en ligne intitulée Drag Queen, protégeons nos enfants. Durant les mois d'avril et de mai 2023, il y a une couverture médiatique assez impressionnante de la controverse avec la publication de plusieurs dizaines d'articles et de reportages, et je vais y revenir. Et enfin, plus tard en mai, il y a une autre manifestation qui est organisée contre la lecture de contes de la drag queen Karine Oquet à Jonquière, avant que la controverse s'atténue à partir du mois de juin, où on est enfin passé à autre chose. La controverse sur l'art du conte drag est rapidement ressortie comme une importante opportunité pour comprendre comment les Québécois et Québécoises font sens de la place de plus en plus importante et visible que les cultures de drague occupent dans la sphère publique et médiatique. Et pour ce faire, on a mené une analyse de presse journalistique au printemps 2023, donc avec la base de données Eureka qui regroupe les principaux articles de journaux, de magazines, des sites web journalistiques au Québec. Donc, on extrait tous les articles touchant à la drague du 1er janvier au 25 mai 2023. Donc, on est allé un petit peu avant la controverse aussi pour avoir des éléments de contexte. Mais après avoir éliminé les doublons, identifié vraiment les articles qui parlaient de la controverse du printemps, on est arrivé à 106 articles journalistiques qui ont fait l'objet d'une analyse plus systématique. Donc, ces articles-là ont fait l'objet d'une codification qui a été menée par Annette et moi, où on a identifié les thèmes les plus importants qui étaient abordés dans le cadre de la controverse. Et on était particulièrement intéressés à comprendre c'était qui les principaux acteurs qui étaient impliqués dans la controverse, c'était quoi les principaux arguments, les principaux discours, les principales métaphores qui étaient utilisées par ces acteurs-là pour faire sens de la controverse. C'est quoi la nature, la source des problèmes ou la définition du problème tel qu'on le percevait, les valeurs qui sous-tendaient ces interprétations-là et aussi les éventuelles pistes de solutions identifiées par les acteurs aux problèmes qu'ils et elles ont identifiés. Donc, notre analyse est guidée par les théories du cadrage qui proviennent du champ de la communication publique et politique, à savoir qu'on s'est intéressé aux différentes façons que les acteurs ont cadré ou ont fait sens de l'heure du drague et aussi à comment et pourquoi cet événement-là a été construit ou érigé à titre de controverse publique en tant que tel. Hein? Donc, comment on est passé d'une lecture de conte à une controverse publique.
Puis ici, cadrer, ça réfère à un acte, soit celui de choisir des éléments ou des facettes d'un enjeu complexe tel qu'on le perçoit. Donc ici, la controverse sur l'art du compte-drague, dans l'optique d'en développer une définition ou une interprétation spécifique, mais aussi identifier des causes potentielles, des actions à entreprendre pour remédier au problème ou pour maintenir le statu quo si on considère qu'il n'y a pas de problème, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, les cadres, ce sont des schèmes qui sont partagés collectivement par des groupes sociaux pour qualifier un événement d'actualité d'une manière spécifique, lui accorder une certaine signification, l'associer à certaines causes ou certaines valeurs, puis proposer des pistes de solutions à titre de problèmes de société. Les cadres à travers lesquels les acteurs vont interpréter des événements d'actualité n'évoluent pas en silo, naturellement, ça évolue pas de façon indépendante. Donc, au contraire, les cadres s'inscrivent souvent dans des rapports conflictuels, ce qu'on désigne par la notion de concurrence des cadres, à savoir le processus où il y a divers acteurs qui vont fournir leurs propres interprétations, souvent dans une logique conflictuelle ou antagoniste d'un enjeu social qui est complexe, puis ils vont faire ça par l'entremise de différentes stratégies de cadrage, mais aussi de contre-cadrage et de recadrage. Donc, par contre-cadrage, on réfère ici à tout acte qui vise à réfuter, à ébranler, à neutraliser les mythes d'une personne ou d'un autre groupe. Donc, ces versions de la réalité ou son cadre interprétatif. Donc, autrement dit, quand on fait un contre-cadrage, on cherche à proposer une lecture alternative d'un événement d'actualité en réponse à un cadre qu'on juge illégitime ou dangereux ou erroné. Et similairement, par recadrage, on réfère à tout acte qui vise à identifier des cadres d'interprétation alternatifs de manière à changer la perspective à travers laquelle une personne peut réfléchir au problème, à l'enjeu, de sorte que différentes interprétations deviennent possibles. Donc, autrement dit, on essaie de réorienter les débats autour d'un événement d'actualité pour les rapprocher de notre version ou de notre compréhension qu'on en a de cet événement-là. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble à travers la controverse sur l'heure du compte-drague. Donc, dans notre analyse, on a identifié trois principaux thèmes ou axes à travers lesquels l'heure du compte-drague a été appréhendée. Donc, l'axe 1 porte sur la sécurité et le bien-être des enfants. L'axe 2 porte sur la protection des droits LGBTQ+. Et l'axe 3 porte sur les valeurs de démocratie délibérative. Et les axes ici sont différents des cadres dans la mesure où ils se limitent à un thème, hein, sans nécessairement prendre position par rapport à ce thème-là, alors que dans un cadre, on prend position. Donc, dans l'axe 1 sur la sécurité et le bien-être des enfants, on a relevé deux principaux cadres mobilisés contre l'heure du compte-drague. Donc, le cadre du pédopiégeage, ou en anglais grooming, et le cadre du contrôle parental. À l'opposé, hein, on a relevé deux principaux contre-cadres qui viennent réfuter les arguments des deux cadres précédents, donc par les défenseurs de l'heure du compte-drague, ceux et celles qui viennent en soutien, donc le cadre de l'éducation à la diversité et le cadre de la légitimité artistique. Dans tous ces cadres-là, le principal enjeu à travers lesquels on fait sens de la controverse sur l'heure du compte, c'est la sécurité et le bien-être des enfants, ce qui est un thème qui a été mis de l'avant, bien sûr, par les détracteurs de l'heure du compte-drague qui ont associé vraiment la sécurité des enfants à la lecture de comptes. Dans l'axe 2, on assiste à un recadrage des débats effectués par les défenseurs de l'heure du compte-drague, débats qui ne portent plus sur les enfants, mais sur les droits des personnes LGBTQ+. Donc, on a relevé deux principaux cadres, celui de l'oppression anti-LGBTQ+, et celui de la montée de la droite conservatrice. Donc, autrement dit, ici, on considère que les manifestations anti-drague n'ont rien à voir avec les enfants ou même les artistes drague, mais ont tout à voir avec la montée de la haine envers les communautés LGBTQ+, et potentiellement un cadrage avec lequel plusieurs membres de la chaire ici des SPG seraient peut-être d'accord. À l'opposé, on a relevé deux cadres dont l'objectif est de contrer les arguments des deux cadres précédents, dont celui de l'endoctrinement idéologique ou woke, ainsi que celui sur la neutralité étatique, neutralité de l'État. Et enfin, on a un troisième axe sur les valeurs de démocratie délibérative avec le cas de la polarisation, qui considère que l'enjeu de fond concernant la controverse sur l'heure du compte-drague est ni la sécurité des enfants, ni les droits LGBTQ+, mais bien la polarisation ou la radicalisation des positionnements politiques au Québec, dont cette controversie serait le symptôme d'une certaine façon. Donc, je propose qu'on passe là, rapidement ensemble sur chacun des cadres avant de terminer avec quelques pistes de réflexion.
D'emblée, le cadre du pédopiégeage ou du grooming sous-tend que les artistes drague seraient des prédateurs sexuels qui se servent de l'heure du compte pour se rapprocher des enfants dans le but de les agresser sexuellement. Donc, au centre de ce cadre-là, on observe des accusations formulées à l'égard des artistes drague qui sont perçus comme étant des menaces pédophiles ou pédosatanistes. Donc, pour ces détracteurs, l'heure du compte serait non seulement un acte volé de pédophilie, mais aussi une stratégie déployée pour mettre en place un agenda pédophile qui est concerté. Donc, pour reprendre les propos d'André Pitre, qui est fondateur de Luxmedia, dans une balado-diffusion avec le militant antivax François Amalega, et je cite, ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est l'accélération d'un agenda qu'on pourrait appeler pédophile ou proto-pédophile, où l'État s'intéresse beaucoup à la sexualité de nos enfants. Dans le même entretien, Amalega soutient, et je cite, comme ils ne peuvent pas se reproduire entre eux, les drag queens recrutent auprès des enfants qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Même son cloche du côté de l'influenceur QAnon Alexis Cossette-Trudel, dont les propos sont partagés dans le même article journalistique. Donc, ils ne se reproduisent pas, ils recrutent. Donc, en somme, comme le résume la chroniqueuse Judith Lucier, dans son billet Cette menace qui pervertit les enfants, les adhérents de ce cadre-là, et je la cite, accusent les drag queens de pervertir la jeunesse, de semer la confusion, d'encourager la pédophilie et d'exposer des enfants à de la sexualité, ce qui constituerait une menace extrême à l'identité des enfants. Donc, dans notre revue de presse, c'est important de souligner qu'il n'y a aucune journaliste qui mobilise ce cadre-là pour l'entériner ou le justifier ou pour dire qu'ils sont d'accord. Au contraire, si on l'évoque, c'est surtout pour le critiquer ou pour en souligner les dangers ou le radicalisme. Moi, par exemple, le chroniqueur Patrick Lagacé soutient, et je cite, c'est à l'extrême droite qu'on fait une fixation malsaine sur les drag queens, leur prêtant le pouvoir magique de convertir le genre des enfants et même de les préparer à devenir des jouets sexuels pour les adultes. L'extrême droite voit du grooming partout à gauche. Et souvent, les propos sur le grooming qui sont cités dans les articles sont tirés de publications sur les médias sociaux ou d'extraits de balado-diffusion et non pas d'entrevues menées auprès de ces acteurs-là, peut-être parce qu'on ne veut pas leur offrir une tribune. Le cadre du contrôle parental diffère de celui sur le pédopiégeage dans la mesure où s'il voit aussi l'heure du compte comme une menace, c'est parce que cette activité-là remettra en question la capacité des parents à choisir ce à quoi sont exposés leurs enfants. Donc, ce cadre-là vise d'abord à remettre en question le droit des artistes drague à contribuer à l'éducation des jeunes en matière de genre et de sexualité. Donc, pour certains manifestants, manifestantes, et je vais en citer quelques-uns, là, donc une drag queen ne va peut-être pas dire les choses de la bonne manière. Une drag queen n'est pas psychologue ni sexologue. Donc, selon eux, les drag queens veulent faire de l'éducation, mais ce n'est pas leur rôle et ne sont pas formés pour ça. En ce sens-là, ce cadre-ci mise sur l'importance pour les parents de maintenir un droit de regard sur les personnes qui participent à l'éducation de leurs enfants. Et comme le soutient une manifestante à Sainte-Catherine que je cite, la sexualité, oui, on peut en parler, c'est pas un objet tabou non plus, mais les parents ont leur job de parents et c'est à eux de le faire, non à une drag queen. Ou comme l'indique un autre manifestant, les articles n'ont aucune légitimité à éduquer les enfants. Donc, à première vue, le cadre du contrôle parental apparaît plus nuancé que celui sur le pédopiégeage et les pédosatanistes, dans la mesure où il reconnaît que certaines personnes puissent apprécier les activités de drague menées auprès des enfants. Comme le souligne la chroniqueuse Sophie Durocher, que je cite, on peut être d'accord ou pas avec le fait que des drag queens lisent des livres dans les bibliothèques et les écoles, mais les parents ont le droit de se questionner sur la pertinence de faire activement la promotion de la sainte drague auprès d'enfants de moins de 5 ans. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment la promotion ou l'imposition alléguée, bien sûr, de ce type d'activité auprès des jeunes et l'incapacité, tout aussi alléguée, des parents à s'y opposer qui constituerait vraiment l'enjeu de fond. Le cadrage du contrôle parental a été particulièrement mis de l'avant par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Donc, si Duhem a reconnu avoir apprécié des spectacles de drag queen auxquels il a déjà assisté dans des bars gays dans le passé, il affirme néanmoins que, et je cite, c'est le parent qui doit décider si oui ou non il a envie que ce soit grand-maman ou une drag queen qui lise un conte à son enfant. Ce n'est pas l'État. Hein, c'est pas à l'État. Par ailleurs, Duhem est devenu une figure assez importante dans la controverse après l'adoption de la motion par l'Assemblée nationale du Québec. Donc, il a participé activement à recadrer les débats donc, qui portaient au début sur le pédopiégeage et le pédosataniste vers le contrôle parental, potentiellement pour rendre sa posture plus socialement acceptable dans la mesure où les droits parentaux représentent un argument peut-être un petit peu moins radical que des accusations de grooming.
À l'inverse, des acteurs qui défendent l'art du drag déploient deux principaux cadres qui visent à contrer les discours publics portant sur le bien-être et la sécurité des enfants qu'on a vu précédemment. Donc, sur cette diapo, le cadre de l'éducation à la diversité réfute principalement les prémices du cadre du contrôle parental en incitant au contraire sur le rôle important que peuvent jouer les artistes drag dans l'apprentissage de valeurs jugées fondamentales chez les jeunes. Donc ici, on parle de valeurs comme la tolérance, la diversité, l'acceptation, l'ouverture, le rapport à la différence, l'espoir, la persévérance et j'en passe. Dans ce cas-ci, l'art du conte drague est conçu comme une activité éducative qui sert à confronter les enfants à des modèles sociaux différents ou hors normes. Comme le souligne Ariane Marchand-Labelle, qui était alors directrice générale au Conseil québécois LGBT, que je cite, parler de diversité aux enfants, leur donner accès à des points de vue et des expériences qui ne leur sont peut-être pas familières, ça nourrit leur ouverture à la différence. Rencontrer des gens différents, nous apprend à les écouter, à les accueillir et à les respecter. Donc, dans ce cadre-là, l'aspect alternatif de la drague n'est pas appréhendé comme une menace, mais comme un outil pédagogique. Lors du compte, drague est vu comme un vecteur de changement social important, particulièrement en matière d'acceptation de soi. Donc, comme l'affirme une contre-manifestante au Saguenay, que je cite, hein, c'est une activité qui apprend aux enfants que si tu fites dans le moule, c'est correct. Et si tu ne fites pas dans le moule, c'est correct aussi. Puis ça leur permet de se donner le droit d'être eux-mêmes. C'est ça qu'on leur apprend. Donc, si le cadre de l'éducation à la diversité agit à titre de contre-cadrage, c'est qu'il est déployé pour réfuter d'une certaine manière les arguments qui sont prônés par les détracteurs de l'ordre du Condrag, et ça d'au moins trois manières. Donc, d'abord, ce cadre-ci répond spécifiquement aux accusations de grooming. Donc, comme le souligne Barbada, par exemple, et je la cite, on n'est pas là pour laver le cerveau des enfants. Moi, ce que je veux leur apprendre, c'est l'ouverture, le rapport à la différence, parce que ces jeunes-là, cette génération-là, plus que nous, vont être appelés et confrontés à cette différence-là. Ensuite, ce CATI permet à ses adhérents de recadrer la présence même des manifestations anti-drague à titre d'argument qui vient soutenir l'importance des activités d'éducation à la diversité, comme l'heure du Condrag. Donc, par exemple, comme le fait remarquer Pascal Vaillancourt, directeur d'Interligne, que je cite, si les manifestants avaient eu une heure de conte comme ça dans leur jeunesse, je pense qu'on n'en serait pas là. À savoir que s'il y avait eu une heure de conte quand ils étaient enfants, ils ne seraient pas en train de manifester aujourd'hui. Et enfin, ce cas-ci permet aussi de souligner que l'ordre du Condrag est régi par des professionnels du milieu culturel et répond à des exigences ou des standards usuels en matière d'activités éducatives menées auprès d'enfants. Dans le même ordre d'idée, le cadre de la légitimité artistique cherche à dépassionner les débats d'une certaine manière en recadrant l'objet des discussions autour du caractère occupationnel ou professionnel de la pratique de drague en soi. Donc, si la drague n'est pas une menace pour les enfants, c'est qu'il s'agit tout simplement d'un métier de divertissement ou d'une pratique culturelle ou artistique, mais qui est professionnelle et qui est légitime. Donc, comme le souligne Barbada, que je cite, maintenant les enfants connaissent Barbada grâce à mon émission de télé. Je leur explique comment, grâce à la drague, je peux avoir des costumes différents, comme eux à l'Halloween, mais que moi, je le fais pour mon travail parce que j'aime ça me déguiser. Dans ce cadre-ci, on compare souvent la drag queen à d'autres figures de divertissement ludique, notamment celle du clown ou de l'humoriste. Donc, comme l'indique un chroniqueur que je cite ici, là, donc c'est connu, la plupart des enfants adorent les déguisements. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence entre l'individu qui se déguise en clown ou celui qui s'habille en drag queen? Donc, le fait de mobiliser la figure du clown permet de recadrer un peu l'art du drag comme étant une forme assez banale de divertissement pour enfants, somme toute déjà assez bien connue du public. Le cadre de la légitimité artistique cherche aussi à avancer l'idée voulant que la drague constitue dans son essence un métier, une profession, notamment en référant à des figures importantes du milieu. Donc, par exemple, le chroniqueur Christian Vanas qui affirme, et je cite, Gilda ou Barbada ne sont qu'au fond des artistes qui exercent leur métier, nous faire rêver, nous parler de beauté, d'inclusion, de respect avec humour et talent. N'en privons surtout pas les enfants. Enfin, la légitimité de la drague à titre de pratique artistique est également construite à travers une forme d'historicisation pour montrer comment la drague ne constitue pas une pratique ou une tendance qui est nouvelle, qui est émergente. Donc, par exemple, les chroniqueurs Frédéric Guindon et Philippe Dufour affirment, et je les cite, on n'utilisera pas le sujet amené depuis la nuit des temps, mais ça fait un pas pire bout que des hommes divertissent les foules en revêtant un costume du meilleur des deux sexes.
hein. Donc, à titre de stratégie, le fait d'historiciser la pratique de drague opère à au moins deux niveaux. Donc, d'une part, on cherche à inscrire, à situer la drague dans le patrimoine culturel et artistique québécois. Donc, par exemple, dans la même chronique, là, les chroniqueurs affirment, et je cite encore, lisez un livre d'histoire et vous allez en trouver des drag queens. Nous sommes seulement attardés à la culture populaire québécoise des 30 dernières années et nous avons recensé plusieurs exemples d'acteurs ou d'humoristes qui ont enfilé des robes et des perruques pour amuser le public. D'autre part, cette historicisation-là vise aussi à relever la présence d'un certain double standard entre les artistes drag issus des communautés LGBTQ+, et les humoristes ou comédiens cis hétérosexuels qui ont incarné des personnages féminins comme Serge Thériault, Marc Labrèche, Jean-Michel Anctil et j'en passe. Bref, on souligne que la pratique de drag, ben, c'est courant au Québec, puis que l'ampleur des réactions négatives face à l'heure du compte drag serait sans fondement, voire même qu'elle recèlerait ces réactions-là, peut-être même une certaine hypocrisie ou des enjeux sous-jacents qu'on ne nomme pas exactement, qui demeurent implicites. Et justement, j'y arrive. Donc, on passe maintenant dans l'axe 2, qui témoigne d'un recadrage quand même assez significatif des débats publics sur l'heure du Condrag vers le thème des droits des personnes LGBTQ+. Donc, le cadre de l'oppression anti-LGBTQ+, réoriente les débats publics en revendiquant l'idée que les manifestations dites anti-drague viseraient pas en réalité ni l'heure du Condrag, ni la sécurité des enfants. Plutôt, les manifestants diaboliseraient l'heure du compte pour miner les droits des personnes LGBTQ+. Donc, les adhérents de ce cadre-ci tentent généralement d'exposer les enjeux sous-jacents que ces manifestations recèleraient, mais de façon un peu plus implicite. Donc, comme le souligne le chroniqueur Michael Bergeron, que je cite, évidemment, il y a une grosse couche d'homophobie et de transphobie. Plusieurs personnes anti-drague dénoncent une propagande sexuelle envers les jeunes, même s'il n'y a généralement absolument aucune allusion à un contenu sexuel. C'est leur existence qui dérange. Similairement, la drag queen canadienne Oh My God maintient que les manifestations contre la présence d'artistes de drague dans les bibliothèques ne viseraient pas réellement l'art de la drague, mais bien les personnes LGBTQ+ en tant que telles. Donc, je la cite, l'intolérance envers les dragues n'est pas contre les dragues, c'est contre les personnes trans, contre les personnes queer. Et à travers cet effort de recadrage, les acteurs invitent à situer les manifestations anti-drague dans la montée de la haine observée envers les communautés LGBTQ+. Donc, je cite ici la chroniqueuse Aurélie Langto qui dit « La perturbation de l'heure du compte drague doit être mise en lien avec une hostilité grandissante qui s'exprime à l'égard des minorités sexuelles, soit la montée de l'homophobie et particulièrement de la transphobie dans la province. » Et c'est d'ailleurs à travers ce cadre que l'Assemblée nationale du Québec a interprété les manifestations anti-drague, adoptant à l'unanimité la motion dénonçant la montée des propos haineux et discriminatoires envers les personnes des communautés LGBTQI2S+. Plusieurs acteurs estiment que les manifestations anti-drague reposent sur une forme de pensée réactionnaire face à la place grandissante qu'occupent les artistes de drague au Québec. Donc, je cite encore ici Bergeron, qui dit si nous voyons de plus en plus de manifestations et de commentaires violents envers les drag queens, c'est aussi parce qu'elles sont de plus en plus visibles et appréciées dans la société en général. C'est un effet ressac, mais qui n'est pas sans conséquence pour autant. Donc, on indique que les artistes drag sont de plus en plus visibles en raison des médias sociaux, ce qui donnerait lieu à des nouvelles formes de visibilité, à une forme de backlash. Et la figure du ressac est souvent employée aussi pour situer les manifestations anti-drag en réaction là, aux gains en matière de droits LGBTQ+, qui ont été obtenus ces dernières années, ces dernières décennies au Québec. Donc, tout ça, c'est une manifestation d'un certain backlash sociopolitique. Dans le même ordre d'idée, le cas de la montée de la droite conservatrice va s'inscrire dans la lignée de discours sur l'oppression anti-LGBTQ+, mais considère avant tout vraiment les manifestations anti-drague comme étant le symptôme de la montée des valeurs conservatrices états-uniennes et aborde les conséquences potentielles de cette montée-là pour le Québec. Donc, les adhérents de ce cadre-ci soutiennent que les tenants de la droite instrumentaliseraient la sécurité des enfants à des fins politiques en la retournant contre les personnes LGBTQ+. Donc, comme on l'indique dans un billet signé par le Centre des femmes de l'Éclaircie à Sainte-Catherine, que je cite, l'appel de l'extrême droite à la protection des enfants et des traditions est une tentative à peine voilée de justifier son sectarisme et son intolérance à l'égard de la communauté queer.
Ici, la sécurité des enfants n'est plus perçue comme un objectif en soi, mais comme une stratégie populiste que la droite mobilise pour obtenir des appuis. Comme le souligne le chercheur Frédéric Nadeau, que je cite, ça devient un levier émotionnel assez puissant pour allier à une cause, quelle qu'elle soit. Essentiellement, les enfants représentent l'innocence qui n'a pas été pervertie par le système. Et dans ce cadre-ci, on trace un lien direct entre les discours anti-drague observés au Québec et la radicalisation de la droite conservatrice états-unienne. Donc, cette influence américaine-là est notamment décrite comme une guerre culturelle. Et je cite ici les propos de Chantal Guy. Donc, Trump est revenu dans le décor et la droite conservatrice américaine est en feu. Depuis des mois, elle fait passer des lois contre l'avortement, les dragues, les droits LGBTQ+. Il y a ici au Québec des gens pour se faire le relais de cette guerre culturelle états-unienne. Et ce faisant, on établit des liens directs entre les manifestations anti-drague au Québec et les nombreux projets de loi américains qui s'attaquent aux droits des personnes trans, en avançant, et je cite les propos d'Aurélie Lantou ici, qu'il serait naïf de croire que ce vent de réaction ne souffle pas ici aussi, au Québec. Même si on s'entend dans plusieurs chroniques, on dit que les attaques sont peut-être plus subtiles ou moins frontales. Sans surprise, François Amalega, le militant anti-vax, et Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, sont ressortis comme deux figures québécoises centrales et tout aussi controversées du cadre de la montée de la droite conservatrice. Donc, d'une part, plusieurs articles évoquent Amalega qui a fait plusieurs sorties contre l'heure du drague, mais aussi contre les personnes LGBTQ+, de façon plus générale, pour établir des liens entre les manifestations anti-drague de 2023 et les discours complotistes tenus lors de la pandémie de COVID-19, vraisemblablement dans le but là, de les discréditer à titre de complotistes. Ici, je cite les propos de Slimane Nassiri. Donc, même individu, nouveau combat, après s'être ardemment opposé aux mesures sanitaires durant la pandémie, l'ancien manifestant anti-vax François Amalega jette aujourd'hui son dévolu sur une nouvelle cible, les drag queens. D'autre part, il y a beaucoup d'articles qui évoquent Duhem pour l'accuser de récupérer la controverse sur l'heure du drague à des fins électorales, entre autres là, en raison de résultats qui ont été jugés décevants pour son parti conservateur lors des élections provinciales de 2022. Donc, par exemple, on avance que Duhem jubile de se retrouver sur toutes les tribunes en raison de son initiative qu'on qualifie de chasse aux sorcières. On considère que Duhem monte en épingle une situation marginale et l'a grossi au point de laisser croire que de très nombreux jeunes Québécois sont aujourd'hui menacés en jouant sur les émotions ou sur les ressentis. Et donc, en somme, pour résumer avec les mots du journaliste Philippe Léger, que je cite, hein, Duhem est écolo, il fait du recyclage, des mesures sanitaires, le péril s'est métamorphosé en drag queen. Et Léger va qualifier cette récupération politique-là de succès très duhémien au vu de la controverse et au vu de l'ampleur de la controverse, qui qualifie donc d'une opération qui est un succès. À l'inverse, les opposants à l'heure du drague déploient deux principaux cadres qui visent à recadrer les discours publics portant sur les droits des personnes LGBTQ+. Donc, pour les adhérents du cadre de l'endoctrinement idéologique, l'heure du compte serait le symptôme de l'influence accrue des militantes de la gauche radicale, dite woke, qui imposeraient leurs valeurs et discours à la société québécoise. Donc, comme le souligne Éric Duhem, et je cite, hein, ce qui dérange, c'est que c'est tous les woke qui sont derrière ça, c'est la théorie des genres, c'est toute l'idée de la diversité sexuelle. Donc, dans ce cas-ci, l'heure du drague n'est pas perçue comme une activité éducative qui vise la tolérance et l'ouverture, mais comme une tactique d'endoctrinement des enfants par les pourfendeurs de ce qu'on considère être une théorie idéologique du genre. À ce titre, le chroniqueur Mathieu Bocoté affirme, et je cite, que les bibliothèques et archives nationales du Québec inculquent une idéologie aux enfants et deviennent un laboratoire d'endoctrinement idéologique où l'artiste drague est conçu comme une incarnation ludique de la théorie du genre. D'une part, l'une des critiques centrales formulées à l'égard de l'heure du drague renvoie au choix des lectures qui constitueraient une forme de propagande décomplexée, pour reprendre l'expression de Bocoté. Donc, selon la chroniqueuse Sophie Durocher, les lectures du drague participeraient, et je cite, à la banalisation d'un style de vie, la promotion d'une idéologie. Et notamment, on critique les initiatives de déconstruction des normes de genre auprès des enfants
dans les écoles ou dans les bibliothèques en affirmant que selon l'idéologie du genre, les concepts d'hommes et de femmes n'existeraient plus. Et donc, c'est ainsi dire que la minorité woke imposerait sa volonté à la majorité des Québécois et Québécoises, ou pour citer Bocoté, hein, nous avons inversé la norme et la marge. Et d'autre part, les adhérents du cadre de l'endoctrinement idéologique cherchent à mettre en relief des contradictions dans les discours de gauche qui encouragent la lecture de contes pour enfants par des hommes déguisés en femmes. Donc, c'est les propos, c'est comme ça qu'ils le formulent. Donc, selon eux, les tenants de la gauche prétendent vouloir déconstruire les stéréotypes de genre, mais auraient aucune objection à encourager des artistes drag qui, toujours selon eux, feraient la promotion de stéréotypes et de préjugés féminins potentiellement nocifs. Donc, par exemple, la chroniqueuse Sophie Durocher s'interroge, hein, elle pose la question, un homme déguisé en femme avec des ongles immenses, des faux cils, des faux seins, une robe à paillettes, des bijoux partout, ce n'est pas un énorme stéréotype, ça? Quant à lui, le cadre de la neutralité étatique va réfuter les discours sur l'oppression anti-LGBTQ+, en insistant sur le manque d'impartialité ou sur le parti pris allégué du gouvernement face à l'heure du Condrag et aux manifestations donc contre elle. Donc vraiment, on est pour l'heure du Condrag et on est contre les manifestations contre l'heure du Condrag, donc ce qui est un problème. Donc, ce cadre a particulièrement été mis de l'avant à la suite de l'adoption de la motion par l'Assemblée nationale. Et ici, ce qui est intéressant sur le plan discursif, c'est que les adhérents de ce cadre-là vont souvent essayer d'établir le caractère idéologique de l'heure du Condrag en l'inscrivant dans les débats sur la laïcité. Ce à quoi je ne m'attendais pas. Et donc, pour, par extension, prôner l'importance que l'État québécois demeure neutre face à la mouvance woke ou face au militantisme LGBTQ+. Donc, par exemple, pour citer les propos de la chroniqueuse Nathalie El-Grabli, comment peut-on défendre la laïcité au nom de la lutte à l'idéologie tout en célébrant le wokisme? Comment peut-on s'offusquer que des enfants voient des symboles religieux tout en les exposant à des apparats à connotation sexuelle ostentatoire? Donc, par extension, ici, les artistes drag sont perçus comme les nouveaux ecclésiastiques, les nouveaux représentants de la religion woke, comme l'affirme Duhem, hein, qui dit on a sorti les curés, c'est pas pour rentrer des drag queens qui vont arriver avec la théorie des genres et qui vont commencer à essayer de transformer les enfants en woke. Et en dépeignant l'heure du Condrag comme nouveau prosélytisme woke, hein, nouveau recrutement woke, les adhérents de ce cadre-là réfutent la croyance voulant que les manifestations anti-drag victimiseraient ou viendraient opprimer les personnes LGBTQ+. Au contraire, les réelles victimes ici seraient les Québécois et Québécoises issus de la majorité silencieuse qui seraient intimidés par la gauche radicale. Et conséquemment, on considère que les manifestations contre l'heure du compte sont une forme d'expression citoyenne légitime et non pas une forme d'oppression anti-LGBTQ+. Et plus important encore, hein, face à ces manifestations-là, les élus politiques auraient un devoir de neutralité. Comme l'affirme El Grabi, que je cite encore, l'égalité semble être une valeur importante de nos députés. Peut-être devraient-ils alors abandonner leur double langage et juger toutes les idéologies de manière égale. Similairement, Duhem, qui était très choqué par l'adoption de la motion par l'Assemblée nationale du Québec, affirme que ce n'est pas au gouvernement de leur rentrer dans la gorge des idéologies et des valeurs morales. Pour conclure, on a dégagé un troisième axe à travers notre analyse de la controverse de l'heure du Condrag portant sur le thème des délibérations politiques. Donc, plutôt que d'aborder l'objet de la controverse, soit l'heure du Condrag, à travers différents cadres comme le grooming, le contrôle parental, l'oppression anti-LGBTQ+, la montée de la droite ou de la gauche politique, cette axe-ci s'intéresse plutôt aux manifestations pro- et anti-drague en soi, en tant que telles, dans une perspective de démocratie délibérative. Donc ici, les affrontements entre manifestants, ils deviennent l'objet d'intérêt principal. Et à la lumière de notre analyse, cet axe-ci ne comporte qu'un seul cadre, soit celui de la polarisation, qui réoriente les discussions, qui recadre les discussions sur le caractère conflictuel de la controverse en mobilisant souvent la figure de guerre culturelle. Donc, si vous vous en rappelez, j'ai mentionné un peu plus tôt que les cadres de l'oppression anti-LGBTQ+, et celui de la montée de la droite surtout, mobilisent aussi la figure de guerre culturelle. Et ces cadres-là attribuent généralement la polarisation des débats aux militants de droite qui attaquent les minorités sexuelles et de genre pour limiter leurs droits ou pour obtenir des appuis politiques. Ici, dans le cadre de la polarisation,
On mobilise aussi la figure de guerre culturelle, mais différemment. Pas pour défendre les communautés LGBTQ+, ou les artistes drag, mais pour faire de la polarisation ou de l'extrémisme politique le principal enjeu des débats, ce qui est quand même une distinction importante. Donc, dans ce cas-ci, la guerre culturelle mettrait en scène, pour citer les propos du chroniqueur Philippe Léger, deux camps s'affrontant et se regardant comme des chiens de faïence convaincus de porter les bonnes valeurs morales. Donc ici, les drag queens sont principalement perçues en tant qu'objet de polarisation. Comme l'indique la chroniqueuse Marie-France Bazot, que je cite, elles sont pour les uns inoffensives et divertissantes, pour les autres le cheval de Troie paré de brutaux stéréotypes féminins. Chose certaine, elles sont l'objet d'une guerre de tranchées idéologique. Le cadre de la polarisation repose largement sur la croyance voulant qu'on assiste aujourd'hui à la montée d'un extrémisme des deux côtés du spectre politique. Donc, pour reprendre les propos de Sophie Durocher dans un bien intitulé Drag Queen, restons zen, que je cite, dans le coin droit, il y a Éric Duhem et sa pétition contre le financement public des comptes lus par des drag queens. Dans le coin gauche, il y a ceux qui encensent les drag queens conteurs comme si c'était le summum de l'ouverture, le bout du bout de la modernité. Similairement, il y a d'autres chroniqueurs qui affirment qu'il existerait, je cite, des ultras de chaque côté qui souhaitent aussi ce climat de guerre culturelle qui s'installe au Québec, principalement sur les questions identitaires, ou encore que bon, les progressistes clament leur supériorité morale, les conservateurs voient dans chaque revendication des minorités une menace existentielle de la nation, l'autre est toujours un ennemi, une menace. Donc, ce qui diffère avec ce cadre, c'est qu'on émet des critiques autant aux tenants de la gauche que de la droite politique et qui, à travers cette lecture antagoniste-là, en viennent à occuper des positions, somme toute, assez symétriques sur l'échiquier politique. Donc, autrement dit, si les propos de la droite, réputés comme étant haineux, sont considérés dangereux, la supériorité morale alléguée de la gauche et l'idéologie de la diversité qu'elle soutiendrait serait jugée tout aussi problématique. Et ce faisant, les adhérents du cadre de la polarisation ne prennent pas position en tant que tels face aux enjeux qui animent les défendeurs des autres cadres précédents. Plutôt, la mobilisation du cadre de la polarisation leur permet de se placer au-dessus de la mêlée, à la fois donc mêlée figurative, mais aussi littérale, à titre de sages qui cherchent justement à calmer les esprits. Donc, pour conclure, je pense que c'est important de rappeler que les cadres relevés par notre analyse ne se développent pas en vase clos. Au contraire, ces débats publics-là s'inscrivent dans des tendances socioculturelles et politiques. Par exemple, le cadre du grooming ou du pédopiégeage s'inscrit dans la lignée de discours bien documentés issus de la droite conservatrice états-unienne. Donc, c'est ni nouveau ni propre au Québec, bien sûr. Et à la lecture des arguments portant sur le grooming, on pense par exemple aux propos de la militante conservatrice Anita Bryant qui, alors là on est en 1977, a émis une déclaration désormais célèbre. Donc, les homosexuels ne peuvent pas se reproduire, ils doivent donc recruter et pour renouveler leur rang, ils doivent recruter la jeunesse américaine. Donc, cette idée de grooming et de recrutement, elle ne date pas d'hier. Plus récemment, il y a plusieurs études à travers le monde qui commencent à démontrer comment les mouvements religieux conservateurs mobilisent les droits parentaux, le contrôle parental, la sécurité des enfants, l'importance de la famille comme dispositif de cadrage pour critiquer l'avancement des droits LGBTQ+, que ce soit en lien avec l'heure du compte drague, mais aussi l'éducation au genre et à la sexualité ou l'offre de soins médicaux offerts aux jeunes personnes trans. À l'inverse, les cadres qui soutiennent l'heure du compte visent souvent à décentrer les débats autour de la sécurité des enfants pour faire de l'objet des débats la défense des droits LGBTQ+. Donc ici, on dépeint les propos anti-drague comme étant des symboles de l'oppression anti-LGBTQ+, qui portent atteinte aux droits de la personne. Et cette stratégie-là s'inscrit dans la lignée d'initiatives de politiques identitaires qui soutiennent la formation de coalitions LGBTQ+, et la mise en visibilité de leur lutte militante de ces coalitions-là. Et dans les théories du cadrage, tout ça fait référence à ce qu'on appelle la résonance des cadres, à savoir en comment les cadres, pour être signifiants et pour accomplir des choses sur le plan sociopolitique, ils doivent s'appuyer sur des référents culturels qui sont partagés et les faire résonner, ces cadres-là. Donc, il faut qu'il y ait des référents qui préexistent pour que ces cadres aient une certaine résonance. Maintenant, l'idée voulant que la controverse québécoise sur l'heure du compte drague implique des groupes d'acteurs qui mobilisent des cadres concurrentiels ou conflictuels qui s'inscrivent dans des rapports tant symétriques qu'antagonistes. Ça ne constitue pas en soi une surprise ou une très grande contribution. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre.
on aurait pu s'y attendre, mettons. Mais à la lumière de notre analyse, le cas de la polarisation constitue vraiment une avenue de recherche qui est particulièrement intéressante puis qui mérite un examen approfondi. D'abord, le cas de la polarisation est le seul qui comporte aucun contre-cadre et qui n'a pas fait l'objet de stratégies de recadrage significatives. Donc ça peut s'expliquer par le fait que les dispositifs mobilisés dans le cadre de la polarisation ne servent pas à prendre position dans les débats en tant que tels, donc à savoir, hein, c'est à déterminer si l'heure du compte drague est une activité bénéfique ou dangereuse, si c'est de l'homophobie, de la transphobie ou non. Hein. Plutôt, les acteurs qui mobilisent ce cadre-ci cherchent généralement à s'extirper des débats en faisant du caractère conflictuel antagoniste des cas mobilisés par les manifestants le principal problème social à traiter. Et conséquemment, en guise de solution, les acteurs qui cadrent la controverse autour de la polarisation insistent généralement sur l'importance du dialogue et du compromis, ce qui leur permet de se placer au-dessus de la mêlée puis d'asseoir leur autorité en prétendant à une certaine forme d'impartialité ou à une certaine forme de supériorité morale parce qu'ils ne prennent pas position. Euh, Ici, alors que dans les faits, on s'entend, ils prennent position. C'est une position. Donc ici, le cadre de la polarisation repose sur une croyance, somme toute assez relativiste, voulant que les deux groupes d'opposants puissent à la fois avoir tort et raison, que l'heure du contre-drague puisse simultanément être légitime et questionnable, et que la vérité ou le gros bon sens, ça se situe nécessairement quelque part entre les deux extrémités ou les deux extrêmes de l'échiquier politique. Et ce type de raisonnement-là renvoie à la notion d'argument de modération, aussi appelé biais du faux équilibre ou d'erreur du juste milieu. Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'au nom de la neutralité, ce raisonnement-là va favoriser un traitement dit équitable de divers arguments, puis considérer que toute posture de compromis est automatiquement de facto supérieure aux autres par le simple fait qu'elle va se positionner à l'intersection des autres postures. Hein. Et ça, peu importe la valeur de ce positionnement-là. Donc, ce n'est pas sa valeur intrinsèque, c'est vraiment son positionnement au centre de d'autres postures. Et cette logique-là, même si elle semble posée après ma barre, même si elle semble posée, réfléchie après ma barre, elle peut être problématique dans la mesure où elle peut avoir comme conséquence de réduire les cadres à leur caractère antagoniste sans évaluer le mérite de ces cadres-là à proprement parler. Et aussi, le fait d'inscrire les différents cadres dans des rapports symétriques peut mener vers des fausses équivalences. Donc, par exemple, pour considérer la pratique de drague comme stratégie de grooming pédosataniste, ce serait l'équivalent de la concevoir comme une occupation artistique légitime. Est-ce qu'on peut faire cette comparaison-là? Mais aussi, les adhérents du cadre de la polarisation vont, pour essayer de gérer la situation et calmer les esprits, suggérer de se rabattre sur les instances démocratiques existantes en tenant pour acquis leur neutralité ou leur autorité. Donc, à ce sujet-là, l'ancien ministre péquiste Jean-François Lisée affirme que le temps est venu pour le Québec de faire face au débat sur la théorie des genres avec l'admirable outil dont il s'est doté depuis quelques lustres pour progresser sur ces questions épineuses, une commission transpartisane à la fois ouverte et lucide, tenant la double boussole de la tolérance et de la vigilance et chapeautée par une personnalité qui inspire confiance. Justement, à ce sujet, dans la foulée des manifestations sur l'identité de genre qui ont eu lieu à Montréal en septembre 2023, soit quelques mois après la controverse sur l'heure du contre-drague, le premier ministre François Legault a déclaré que, et je cite, les Québécois sont modérés et n'ont pas l'habitude de voir cette polarisation d'un côté comme de l'autre. Et Legault a ajouté qu'il sentait une responsabilité comme premier ministre d'être un rempart contre les extrêmes, lançant l'idée d'un comité de sages afin d'aider le gouvernement à se positionner face à ces questionnements-là. Donc, pour former ce comité et débattre les questions sur l'identité de genre, sans tomber dans les extrêmes, pour reprendre ses propos, Legault a nommé Suzanne Roy ministre de la Famille, qu'il qualifie d'élu modéré. Donc, ce que les discours publics entourant la création du comité de sages sur l'identité de genre, tout comme les débats sur l'heure du contre-drague en tant que tel, montrent, et je vais terminer là-dessus, c'est justement l'importance d'analyser le pouvoir du cadre de la polarisation dans divers contextes sociopolitiques. Hein. À savoir, qu'est-ce que les acteurs sociaux réussissent à accomplir lorsqu'ils mobilisent le cadre de la polarisation pour s'octroyer quel genre d'autorité, pour trouver quel type de solution ou développer quel type d'initiative. Mais aussi de documenter si on va éventuellement voir émerger des dispositifs de contre-cadrage face à l'argument de polarisation dans des controverses publiques à venir, parce que pour l'instant, du moins dans notre corpus, le cadre de polarisation a plus tendance à clore les débats qu'à poursuivre les débats.
Euh, alors, merci beaucoup pour votre attention. J'ai bien hâte de discuter avec vous et vous avez mon adresse courriel ici si vous souhaitez me contacter directement après la présentation.